Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, comme nous le disait si bien Sixtine et Guillaume qui le rappelait. Nous allons commencer cette journée avec le premier chapitre du livre des tendances, la Terre. Alors c'est vrai que quand on pense aux tendances, on aurait envie de se concentrer sur les tendances rigolotes, celles qui nous viennent des réseaux sociaux, celles qui nous racontent comme ça si la jupe culotte sera violette cette année ou autre chose. On ouvre cette journée avec des tendances qui, elles, vont être incroyablement structurantes. J'ai choisi pour le titre de cette première partie un titre qui m'a été soufflé par un des membres de la communauté de l'ADN, un soir où on dînait ensemble avec l'ADN, où il me disait qu'il avait déjeuné avec un monsieur du secteur de la banque, qui lui avait dit avec un certain cynisme « Nous n'avons jamais autant dit green, nous n'avons jamais autant fait dark ». Alors que c'est l'avantage des cyniques, c'est qu'ils disent des choses qui généralement tapent dans le mille. Et effectivement, quand on va regarder les tendances qui agitent ces trois secteurs de l'agroalimentaire, des mobilités et de l'énergie, c'est effectivement le constat que l'on peut dresser. Alors pour commencer, effectivement, ces trois secteurs sont des secteurs qui pèsent incroyablement lourd et qui doivent être régis par des équilibres de plus en plus fragiles. Alors pourquoi ils pèsent lourd? On l'a compris depuis le début des années 2020 avec la phase Covid et la guerre de l'Ukraine qui se poursuit depuis 2022. Effectivement, nos besoins vitaux sont le socle de nos économies. Dans des années de pénurie, d'inflation, la chose nous paraît maintenant évidente. Et ça draine comme ça l'ensemble de l'économie. Quand ces trois secteurs tous, c'est toute l'économie qui se met sous respirateur. Donc c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas envisager les autres secteurs en se dédouanant de ce qui se passe sur le secteur de l'énergie, particulièrement, mais des mobilités ou de l'agroalimentaire. C'est aussi le maître étalon de nos mesures de développement. C'est comme ça qu'on a calculé le développement depuis les 30 Glorieuses. C'est évidemment les pays où on ne peut pas manger correctement, où on ne peut pas se déplacer facilement et où les énergies ne se transmettent pas facilement. On parle de pays sous-développés. Donc évidemment, c'est ces critères-là qui commencent à émerger. On le voit très bien dans la performance de Sixtine. C'est cette espèce d'inquiétude. Est-ce que nous allons décrocher du développement dont nous avons joui dans les générations qui nous ont précédés? Et puis, dernier point sur ces trois secteurs, ils sont les coupables responsables du développement de la crise du climat à hauteur de plus de 70%. On pourrait même aller un peu au-delà selon certains calculs. Donc pour les acteurs de ces secteurs, c'est évidemment un changement total de représentation. On est passé de ceux qui étaient capables de nous livrer des fraises en hiver, de nous assurer comme ça un confort permanent, la possibilité de voyager sans limite. On est passé à quelque chose et une représentation complètement différente. Ils sont aussi aux avant-postes des conséquences du réchauffement climatique. On se doute bien que l'agriculture est au premier rang, mais aussi les trois autres secteurs. Donc on est en train d'être dans une espèce de dissonance permanente entre des tendances qui vont nous raconter un monde qui ressemble peu ou prou au monde qu'on a connu depuis les 30 Glorieuses, avec évidemment une esthétique, avec des micro-tendances qui les agitent et qui ne ressemblent pas forcément au monde d'avant, mais qui restent comme ça, sur cette croissance permanente, sur ce monde sans fin. Et puis un autre imaginaire qui n'est pas qu'un imaginaire dystopique, un imaginaire qui parle d'apocalypse. Donc c'est sur ces modalités-là que ces trois secteurs doivent bouger, avec évidemment des enjeux absolument monumentaux, des enjeux de prix d'abord, d'accessibilité. On a vu avec l'inflation qui a évidemment touché particulièrement ces trois secteurs et qui continueront à le faire en 2024. Donc des enjeux de prix, des enjeux évidemment de souveraineté qui ont été beaucoup développés et soulignés avec la crise du Covid, des enjeux de compétitivité, on le voit, ce sont évidemment des secteurs qui sont archi-mondialisés, on le voit avec la dépendance
sur le secteur alimentaire. On le voit sur la question de l'énergie qui a été comme ça avec le gaz russe. Où on est passé d'une dépendance aux Russes à une dépendance aux États-Unis avec tous des effets comme ça de contraintes. Et puis la dernière chose qui est évidemment le socle de tout, les questions climatiques. Donc on voit des secteurs poids lourds avec des enjeux poids lourds qui répondent évidemment à des tensions qui sont incroyablement représentatives de ce qu'est notre période. Sur la partie des petits pas vers le green, alors on va passer relativement vite sur le sujet, mais on l'a vu à la fois sur l'alimentaire, à la fois sur la mobilité, et puis là on va plus zoomer sur la question de l'énergie. On a vu des mesures prises particulièrement importantes pour aller vers une société plus green. On va juste zoomer sur le plan de sobriété énergétique qui a été décidé dans la foulée, 6 mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où on s'aperçoit que 70% de notre gaz arrive de Russie et qu'il va falloir trouver des solutions. Et là, la ministre de la Transition écologique nous parle de ce plan de sobriété énergétique qui est lancé un peu en urgence et avec une frugalité de moyens assez remarquable. Donc effectivement, pas de 49.3, pas de grand débat, mais 15 mesures phares que nos grands-mères auraient pu édicter. On nous parle, et on se souvient du pull à col roulé de Bruno Le Maire, mais en gros, ça consiste à faire moins de chauffage, couper quand il n'y a personne dans les bureaux, faire en sorte de ne pas donner d'eau chaude dans les toilettes. On est vraiment dans des mesures extrêmement prosaïques. 1 an après, la même ministre vient nous présenter le bilan, et le bilan est incroyablement bon, puisque effectivement l'objectif de moins 10% édicté pour l'horizon 2024 est atteint, aussi bien sur l'effort conjugué des institutions, des industries et des particuliers, avec toute une série en plus de bonnes nouvelles qui viennent accompagner cet effort, avec la bonne nouvelle qui consiste à constater par exemple que la pression démographique espérée sur les humains a déjà eu lieu pour les oiseaux. Quand on coupe l'électricité dans les villes et que donc voilà, on permet aux oiseaux de se retrouver, eh bien, on voit revenir un certain nombre d'espèces. Donc voilà, une conclusion de la ministre qui dit on a fait le pari qu'effectivement la sobriété ne rimait pas avec la décroissance, que ça ne provoquait pas la décroissance, et effectivement, on le constate, ça n'est pas ce qui est enclenché par ce type de prise de décision. Donc une excellente nouvelle, de très bons résultats, un objectif à 2040 de réduire de 50% encore notre consommation d'énergie, et tout le monde se convient à dire qu'effectivement c'est la meilleure façon de résoudre très vite un certain nombre de difficultés d'approvisionnement. Donc ça c'est pour la partie les petits pas vers le green. Mais quand on regarde de façon plus précise ce qui se fait sur le dark, on s'aperçoit que la machine reste complètement enclenchée pour aller de plus en plus vite, de plus en plus fort et de plus en plus loin. On reste sur les règles du capitalisme triomphant. Donc on va passer là aussi assez vite sur les tendances que vous verrez détaillées dans le livre des tendances. Mais en gros, on constate les perversités de l'effet rebond, qui est une vieille règle édictée depuis longtemps, mais qu'on n'arrive toujours pas à comprendre et à anticiper. L'effet rebond, c'est quoi? C'est plus je fais d'économies d'un côté, plus je continue à dépenser de l'autre. On l'a vu, on a fait quelques efforts en termes d'énergie. Cette année reste l'année où on a dépensé le plus d'énergie, donc aucun effet visible à date. Et puis un autre concept, l'accumulation symbiotique. Là aussi, c'est quoi? C'est le fait que quand on transite d'une énergie à l'autre, finalement, on consomme toujours plus de l'énergie qui l'a précédée. Je vais vous donner un exemple. La révolution du charbon a fait qu'on n'a jamais autant consommé de bois. Et la règle continue à s'appliquer. Donc plus on consomme d'énergie, plus on renouvelle d'autres sources d'énergie, plus on consomme. Donc c'est une prise de conscience importante. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas bien cette règle, on ne peut pas évidemment prendre de bonnes décisions là-dessus. Sur les mobilités, on l'a vu,
Les sujets qui ont agité le Landerneau, c'est l'autoroute A69, qui a été décriée par les militants, bien sûr, mais pas simplement les militants. Et puis, cette folie du SUV, qui est une illustration parfaite de l'effet rebond dont je vous parlais tout de suite. Le SUVmania, c'est quoi? C'est le fait qu'effectivement, on se glorifie d'une industrie automobile capable de faire de plus en plus dans l'électrique, mais l'électrique, si elle consomme moins de CO2, va de pair avec cette folie du SUV, donc ces voitures qui grossissent. Donc plus on construit de voitures, plus les voitures sont grosses. On n'arrive pas à se détacher de cette industrie-là. Et les gains faits sur le fait qu'elles soient devenues électriques sont automatiquement quasiment mangés par le fait qu'elles deviennent de plus en plus grosses. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas capable encore de passer d'une économie à l'autre sur des chantiers comme celui-ci. Et puis, on le verra plus en détail avec Pierre Raffard tout de suite dans notre table ronde. Le secteur de l'agroalimentaire reste un secteur d'ultra-consommation, d'ultra-transformation. Et là aussi, quand on regarde les propositions de l'industrie ou de la food tech, on reste sur un mode d'hyper-transformation sur lequel on a du mal à se défaire. Donc c'est sur ce bilan très en demi-teinte que l'on va ouvrir une table ronde avec 3 invités que je suis très heureuse d'accueillir sur scène, Marie Chéron, Victor Moulard et Pierre Raffard. Super. Merci. Tu as un micro. Super. Bonjour à tous les 3. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je vais vous présenter succinctement Marie. Marie, tu es experte en mobilité. Tu as rejoint l'organisation TEE France, qui est une ONG européenne qui milite pour des transports plus propres. Victor Moulard, tu es un expert de l'énergie. Et tu as rejoint R3, c'est un cabinet qui fait travailler les entreprises pour les aider à gérer la transition. Tu as aussi été dans le secteur de l'énergie au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition et chez Engie France. Pierre Raffard, tu es un expert de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Tu es géographe, enseignant-chercheur à l'Institut libre d'études des relations internationales de Paris, l'ILERI. Tu es fondateur aussi de la société Kerevise, qui accompagne les acteurs agroalimentaires dans leur stratégie d'innovation. On va commencer par toi, Pierre, si tu veux bien. Depuis la crise du Covid, on voit que les besoins vitaux ont été vraiment questionnés sur les 3 secteurs qui nous concernent ce matin. On a vu que la question de c'est quoi les tendances de l'alimentaire ont été remplacées par est-ce qu'on peut continuer à manger à notre faim et partout, en tout cas chez nous, puisque c'est une question qui est vieille sur certaines autres. C'est quoi les changements et des attentes des consommateurs cette année, avec cette tension sur les prix notamment? Alors, merci déjà pour l'invitation, Béatrice. Comme tu le disais très bien, c'est-à-dire que par rapport aux termes de tendance où on se dit, bon, 2025 va être l'année, je sais pas moi, de la cardamome ou des choses très, très tendances et très, finalement, court-termistes, on a vu revenir des questions. Alors, moi, j'ai tendance à dire depuis la pandémie, puis le début de la guerre en Ukraine, on a vu revenir des questions profondément structurelles et même presque anthropologiquement structurelles. Est-ce qu'on ne va pas venir à manquer? On a tous eu l'expérience de ces rayonnages d'épiceries, de supermarchés, de petites supérettes totalement vides, notamment sur les produits secs. Et à mon sens, ça a remis au goût du jour des sortes de peurs un peu ataviques sur la question du manque. Pandémie, guerre en Ukraine, on l'a vu aussi, et on l'a vu sur certains. Alors, ce qui a pu prendre parfois une forme assez anecdotique, je pense à la moutarde par exemple, les ruptures de stock sur la moutarde. Alors moi, je le dis toujours, et à mes étudiants et aux gens avec qui je travaille, la moutarde est absolument fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le système alimentaire mondial et dans les systèmes alimentaires locaux. C'est-à-dire qu'on a la synthèse, la symbiose de, à la fois, donc, bien entendu, la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui est l'un des premiers producteurs de graines de moutarde, mais
ce serait aller trop vite en besogne de réduire uniquement cette rupture de stock à la guerre en Ukraine. On a un petit peu tendance à oublier que la rupture sur la moutarde, sur nos fameuses moutardes, est devenue, et s'explique aussi par la crise environnementale et par les récoltes absolument déplorables qui ont eu lieu chez le premier producteur mondial de graines de moutarde, le Canada, l'année précédente. Rajoutons là-dessus donc ces fameuses peurs ataviques où, craignant de manquer de moutarde, tout le monde s'est rué vers la moutarde. Donc on a une sorte de synthèse entre l'environnement, la géopolitique, les comportements des consommateurs qui ont montré qu'on était aujourd'hui une période de bouleversement, de rupture. Donc, comme tu le disais très bien, moi je pense qu'il y a vraiment une évolution des perceptions et aussi une évolution qui est renforcée par une thématique qui revient désormais de manière évidente, celle de l'inflation. C'est-à-dire qu'avant de penser à mieux manger, pensons déjà à manger tout court. On a vu aussi 2023 être l'année où on confirme le décrochement du bio. Qu'est-ce que ça veut dire, cette tendance? Est-ce que c'est une question de prix, de perception, finalement? Pourquoi le bio a été remplacé par le local? Comment tu décryptes cette tendance? Je pense que c'est là encore un savant mélange de plusieurs facteurs. Comme tu dis, l'inflation, premièrement. Quand on a un pouvoir d'achat qui a tendance à baisser de manière réelle ou de manière... alors, je ne vais pas utiliser le terme de fantasmer, mais en tout cas, on a l'impression qu'il est en train de baisser. On se recentre sur l'essentiel. Et donc, peut-être que ces recherches d'alimentation perçues comme de qualité, je mets beaucoup de guillemets à qualité parce que l'alimentation de qualité, c'était un terme particulièrement polysémique, a tendance peut-être à baisser dans les rationalités des consommateurs. La deuxième chose, c'est une sorte de cercle vicieux qui s'est mis en place. C'est-à-dire que alors on assiste à une baisse du bio à la fois dans la grande distribution, mais aussi chez les détaillants ou les franchises plus petites en aire d'action. Donc c'est une baisse globale. Et c'est vrai que, notamment dans la GMS, qui représente quand même la moitié des achats en bio, on a donc une baisse de la demande. Donc la GMS répond tout simplement en disant si on a une baisse de la demande, il faut combler cette demande, donc on met plus en avant des produits plus accessibles. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Et la troisième chose, c'est aussi, parce que j'insiste beaucoup sur les représentations des consommateurs, indépendamment de l'inflation, mais c'est quand même assez difficile même de savoir ce que c'est qu'un produit bio. Quand on est un consommateur lambda et quand on a une stratégie de choix devant les rayonnages de près de 2, 3, 4 secondes, pas plus, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi dépenser beaucoup plus pour des effets qu'on ne perçoit pas forcément à première vue? Dans le même temps, cette année encore, beaucoup d'installations de géants du fast-food. C'est vraiment une tendance qui s'accélère depuis 2010. On est passé de 190 en 90 à 160 000 adresses. C'est quand même complètement géant. La France reste la fille aînée du fast-food. Ça veut dire quoi? C'est toujours cette histoire de prix? Alors toujours cette histoire de prix, je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier le McDonald's qui a été couvert de fumier par des agriculteurs. Alors pour les plus jeunes dans la salle, ça leur dira rien du tout. Moi, ça m'a quand même rappelé 98 et le démontage du McDonald's de Millau par la Confédération paysanne. Mais là, on est vraiment sur une sorte de paradoxe. Alors on est en permanence sur des paradoxes quand on parle de sujets complexes comme les transitions, les tendances, les évolutions. C'est-à-dire qu'à la fois la France est très très fière de son patrimoine alimentaire, gastronomique, culinaire, pourrait peut-être travailler encore plus, mais travaille à sa promotion à l'intérieur des frontières nationales, mais aussi à l'étranger. Et en même temps, on est l'endroit où le fast-food a le vent en poupe. Alors, méfions-nous quand même, le fast-food, ça veut tout dire et rien dire. C'est une sorte de mot valise entre le fast casual, donc où vraiment il y a une recherche sur l'origine des produits, la traçabilité, l'utilisation de techniques vraiment culinaires et gastronomiques vraiment importantes, et les fast-foods, je ne citerai, t'inquiète pas Béatrice, je ne citerai pas de marque ici, mais on va dire les fast-foods qui ont comme argument principal le prix, il y a quand même un gap très important. Bon, alors pourquoi le fast-food? Très très rapidement, le prix, là encore, on revient sur l'inflation. Deuxièmement, je pense une déstructuration des moments du repas, la fameuse heure du repas avec le format diachronique, entrée, plat, fromage, dessert, ça commence à, pas à disparaître, mais en tout cas à voir se développer d'autres modèles de consommation. Et là, je prends ma casquette de géographe en disant que le fast-food est parfois, dans certaines portions du territoire hexagonal, c'est ce que beaucoup de chercheurs ont montré en Amérique du Nord, et on le voit de plus en plus aussi en France, le fast-food est la seule offre alimentaire et culinaire disponible dans certaines parties du territoire.
Marie, on a vu le développement de la voiture électrique se faire et souvent on dit mais l'offre est quand même trop chère. On a annoncé cette mesure de leasing social, dont tu vas peut-être nous donner quelques détails, et qui a été un succès absolument monumental sur les classes les plus populaires. Est-ce que c'est le signe, l'enclenchement d'une nouvelle politique, aussi bien des constructeurs que de l'État ? Ça donne un signe, en effet, cette mesure de leasing social. Donc, chez Transport et Environnement, on l'a soutenue. Pourquoi ? Parce que ça... Juste rappelle un peu le dispositif, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors, le dispositif de leasing social, c'est vous pouvez louer un véhicule électrique à partir de 100 € par mois, entre 100 et 150 €, voire parfois des fois en dessous de 100 €. Donc, il y a une vraie différence de prix avec ce qu'on peut trouver sur le marché, où les véhicules sont plutôt à 300 € en location. Et surtout, quand on prend une voiture en leasing, il y a un premier rapport qui doit être donc avec plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est un obstacle. Le prix est le premier obstacle à l'achat, au passage à l'électrique pour la population. Et donc là, avec le leasing social, on s'attaque à cet obstacle en démocratisant quelque part le véhicule électrique et en disant, finalement, on va toucher les classes moyennes. Donc c'est plutôt les classes moyennes que les classes populaires pour l'instant, vu que c'est accessible jusqu'au décile numéro 5. Donc c'est plutôt les déciles 4-5 qui vont pouvoir en bénéficier. Donc on démocratise. Donc nous, ça nous semble intéressant. À un petit détail près, c'est qu'avec 25 000 véhicules mis en leasing, là aujourd'hui, il y a 22 000 offres qui ont été, 22 000 demandes qui ont été approuvées. Donc c'est encore, ça reste un dispositif limité, mais ça donne un signal intéressant. Et ce qui est important de voir, c'est que cette initiative française fait des petits. Étant donné qu'en Italie, certains partis ont commencé à s'y intéresser. En Allemagne, c'est pareil, alors qu'on n'en parlait pas du tout. Mais le fait qu'ils aient mis fin au bonus à l'achat, donc il n'y a plus d'aide à l'achat qui soit disponible pour tous, et ils se rendent compte qu'il y a une problématique sociale. Et du coup, le leasing vient dans le débat social en Allemagne. Pareil en Espagne. Donc là, c'est intéressant, et on voit bien que dans cette transition, il faut en fait qu'on aide d'abord ceux qui en ont le plus besoin et qu'il y a une importance capitale à ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Donc pour l'instant c'est tout petit, mais ça donne un signal en termes de justice sociale qui est absolument essentiel à entendre. Alors ça, c'est un dispositif de cette année. Revenons un petit coup en arrière avec la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités qui était arrivée en 2019 suite au mouvement des Gilets jaunes et qui avait un certain nombre d'ambitions sur la mobilité, faciliter la mobilité, notamment pour les populations qui peuvent souffrir de ce manque d'offres pour avoir d'autres choix que la voiture. 2019, aujourd'hui, le bilan de la loi LOM. 5 ans après. Ouais. Il est contrasté, le bilan, et c'est difficile. On n'avait pas eu de loi transport depuis 30 ans, je crois. Donc il y a eu quand même toute une mise en marche du secteur. Donc ça a fait quand même beaucoup bouger les mentalités. Je crois qu'il faut reconnaître au travail effectué dans la loi le fait d'avoir créé, d'avoir renouvelé le dialogue sur les transports et les mobilités en France. L'objectif, vraiment les objectifs au cœur de la loi, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution de l'air, l'étalement urbain. Les objectifs sont très ambitieux. On n'est pas encore tout à fait là, 5 ans après, on ne peut pas encore voir les effets. Mais il y a une prise en charge de la question des mobilités partout dans les territoires, même si elle n'est pas homogène. Ça a fait progresser aussi, parce qu'il y avait des objectifs sur le déploiement du véhicule électrique, des bornes de recharge. On peut dire que quelque part ça avance quand on se regarde notamment vis-à-vis des autres pays européens. Autre élément, le vélo. Ça a été, parce qu'il y a le plan vélo aussi qui a été mis en place en parallèle. Et vraiment, sur le vélo, on a quand même de belles progressions qui ont été faites. Tout n'est pas fait, mais 5 ans après, il y a eu un vrai changement. Après, on a des choses qui sont plus difficiles. Typiquement, la mesure sur les zones à faible émission. On se rend bien compte aussi que, voilà, on a imposé une mesure pour les collectivités en leur demandant d'interdire sans moyens. Donc, d'où la problématique sur les ZFE. Il y a eu je ne sais pas combien de rapports, je ne sais pas combien de réunions, et en fait, on ne s'en sort pas, on ne fait que des reculs en arrière. Donc là, on se rend bien compte que quand on fixe des objectifs, mais qu'on ne met pas les moyens, et qu'on ne cherche pas à regarder vraiment la trajectoire, et comment on y va, finalement, ça ne marche pas très bien. Voilà un petit peu les éléments de... Je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer. Un autre élément important dans la LOM, c'est qu'il y a un des gros objectifs, c'était, il faut quand même pas que je l'oublie, c'était de sortir de la logique grand projet et de donner la priorité aux mobilités du quotidien.
cette logique fin des grands projets. C'est vrai que pendant les débats sur la LOM, il y a beaucoup de grands projets qui ont été arrêtés. On a arrêté de les financer, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, ils nourrissaient les oppositions. 5 ans après, on a encore la 69. Voilà. Donc il y a des retours en arrière, mais ça c'est politique. Donc la question du futur ministre des Transports se posera aussi. Victor, on a eu une annonce un peu sévère, un peu triste sur l'augmentation de l'électricité, la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité. Est-ce que ça annonce le fait que sur la question de l'énergie, on va vers un monde où on va la payer de plus en plus cher et il n'y a pas tellement d'autres options et d'autres horizons? Alors oui, à court terme. Non, mais je partage aussi cette analyse. Depuis la crise en Ukraine, on a eu une explosion du prix de l'énergie. Certaines entreprises ont eu un prix de l'énergie multiplié par 20. Faut savoir que dans les entreprises, évidemment, l'achat d'énergie était vraiment tout en bas des problématiques des directions financières. C'était une charge, mais qui restait minime par rapport aux enjeux, aux achats qu'ils pouvaient faire de leurs fournisseurs. Et depuis cette crise, l'énergie est venue dans les priorités numéro 1. Cette augmentation du prix de l'énergie met en péril certaines entreprises, évidemment, qui sont dépendantes à la virgule près de la marge. Et donc, ça va impliquer une augmentation des prix de leurs produits pour qu'ils puissent continuer à survivre. Avec cette fin du bouclier tarifaire qui leur permettait encore de respirer et d'avoir un peu plus de perspectives, ils se posent beaucoup de questions sur comment vont-elles pouvoir gérer cette augmentation. Alors, le bouclier, chez certaines, elles avaient déjà commencé à l'absorber, avec notamment le plan de sobriété que tu as évoqué tout à l'heure. C'est 10% en général d'économie d'énergie chez les entreprises. C'est un petit pas, mais c'est un petit pas quand même pour la réduction de cet achat. Mais on voit qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont des contrats de l'énergie qui s'arrêtent aux alentours de 2024-2025, la sueur commence à arriver, puisqu'aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie ne sont pas capables de donner une perspective long terme et garantir ce prix de l'énergie, puisque les inconnues sont évidemment très fortes dans ce marché de l'énergie européen, où l'électricité reste très dépendante du gaz, ce qui reste aussi une vraie question. Pourquoi la France fonctionne comme ceci? Bon, par soutien de ses amis européens, mais étant donné que plus de 70% de notre énergie est produite en local, et donc n'est pas dépendant du gaz russe ou du gaz d'autres pays d'Europe, ça pose la question de comment on va pouvoir gérer ça. Certains observateurs disent que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, cette augmentation, parce qu'on l'a vu avec le plan de sobriété notamment, quand la contrainte du tarif est forte, finalement ça nous fait passer à l'action sur la sobriété et puis sur l'adoption de certains plans de mise à niveau qui nous permettent de faire des économies d'énergie. Tout à fait. C'est toujours un peu la limite, c'est que malheureusement des entreprises n'arriveront pas à survivre à cette période-là. Néanmoins, quand on regarde depuis la crise en Ukraine, les entreprises n'ont jamais autant bougé sur les sujets de l'environnement et de l'énergie en interne dans leurs murs, puisqu'évidemment, le seul moyen de réduire cette charge d'énergie, c'est venir réduire ses consommations. Alors la sobriété, c'est un bon début, mais évidemment, c'est insuffisant pour vraiment travailler sur ces consommations et parler plutôt d'efficacité énergétique, voire même de production en autoconsommation sur les sites. Donc oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle aux institutions, lorsqu'on parle aux régulateurs du prix de l'énergie, ils sont plutôt sur des perspectives où l'énergie ne reviendra jamais comme avant, en tout cas le prix de l'énergie. On va pas se retrouver comme le prix qu'on a connu lors de la guerre en Ukraine, mais en tout cas, on va voir sur une hausse qui va être plus douce, moins exponentielle du jour au lendemain, mais en tout cas une hausse au fur et à mesure du prix de l'énergie, puisque les institutionnels ont découvert que depuis que l'énergie est chère, les entreprises bougent. Bon, ils auraient pu le découvrir plus tôt, mais en tout cas, ça marche bien comme ça. Dans les tendances de fond, ce que l'on constate, alors on le dit, on a de plus en plus conscience du côté méta de ces trois secteurs, mais l'offre de l'hyper-personnalisation de façon assez contre-intuitive se développe. Donc on le voit sur le marché de la mobilité, on a du mal à sortir de ce modèle d'hyper-personnalisation. Quand on parle de mobilité douce, souvent on fait peser le fait que prendre le vélo c'est mieux, et puis on a du mal à sortir de ce monde du tout voiture qui reste quand même très prégnant dans les solutions, même quand elles sont abordées d'un point de vue plus green. Tu en penses quoi ? Oui, tout à fait. Pendant des décennies, on a soutenu la voiture comme étant le mode de transport principal. Et c'est vrai que toutes nos activités, à la fois économiques et puis l'organisation du territoire, s'est structurée autour de la voiture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, les gens, on se sent dépendants. Et on est dans une période où on dit toujours « Ah oui, mais les gens, ils ont besoin de leur voiture. » Et c'est vrai, les gens, ils ont besoin de leur voiture. Et même pour les non-automobilistes, eux-mêmes vivent dans un monde ou dans une société où ils sont quelque part dépendants de la voiture malgré
malgré eux. Donc ça, il faut en prendre compte. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on a besoin de mesures sur ce secteur qui soient très structurelles et qu'une des erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est de pointer du doigt les gens en disant « mais vous faites comme si… » ça. Surtout, il faut éviter ça puisqu'on a une dépendance très forte à la voiture. L'autre chose à voir, c'est qu'il y a et c'est normal, c'est qu'il y a aussi une exigence de la part des populations. Le vélo connaît un gros succès parce que le vélo, il va vous permettre de faire du porte-à-porte. Faire du point A à un point B, c'est fluide, il n'y a pas de changement, etc. Et c'est comme la voiture. En fait, c'est une voiture beaucoup plus léger. Mais il y a cette facilité, il y a cette facilité et effectivement cette personnalisation. Et quand on regarde les enquêtes, effectivement, les gens préfèrent ont une démarche assez individualiste sur le transport. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu aussi sur le système transport, à pouvoir remettre de la connexion entre les différents modes. C'est encore trop difficile chez nous de se stationner de manière sécurisée quand on arrive en vélo dans une gare, d'avoir des correspondances entre les trains qui soient cohérentes pour éviter que le deuxième train parte 5 minutes avant que le nôtre arrive, etc. De trouver des solutions du dernier kilomètre quand vous arrivez en gare, etc. Donc c'est toute cette connexion, on est encore loin du compte. Il y a pour moi un gros défi pour faire en sorte que le système de transport, ce soit un commun. Et ce ne soit pas le chacun pour soi. Désiloter et faire en sorte de rendre plus et avoir fluide. Une approche commune. Parce qu'en fait, même quand on regarde les transports en commun, aujourd'hui, ils ont une image vis-à-vis du grand public qui souvent est dévalorisée. Ah, c'est le transport des pauvres, etc. Ou en tout cas, des gens qui n'ont pas les moyens. Et finalement, pour lui donner plus de succès, il faudrait le rendre gratuit. Mais non, il faut le rendre plus efficace, il faut le rendre plus performant, il faut mieux le connecter, etc. pour que ce soit le transport de tous. Il y a quelqu'un qui disait le jour où les transports publics auront vraiment réussi la bataille, c'est quand, entre guillemets, les riches seront contents de prendre le bus. Voilà, donc on a un bel enjeu. Pierre, on le voit sur le secteur de l'agroalimentaire. Pendant longtemps, on a regardé le marché en regardant les CSP, l'âge, la culture, et on voit maintenant que ça devient une démarche quasiment individuelle. Je me définis par la manière dont je choisis de me nourrir. On l'a vu avec les véganes, on le voit comme ça sur un certain nombre de tendances. On va vers cette nourriture qui se désocialise pour devenir quelque chose de tout à fait individuel. Oui, tout à fait. Moi, je pense que là, c'est vraiment la transformation de fond qui se passe. Comme tu disais, hein, l'alimentation, la cuisine, depuis des millénaires, c'était un élément collectif. C'était quelque chose qui rassemblait et qui aussi identifiait un groupe assez large quand même. Et là, on voit apparaître depuis une vingtaine d'années, alors contrairement à la voiture, qui est quand même quelque chose qui... alors peut-être pas dès le départ, mais en tout cas, il y a quelque chose de pensé de manière individuelle. L'alimentation a toujours été pensée de manière collective. Et là, on voit se développer une profonde individualisation de l'alimentation, des manières de manger, aussi des représentations liées à l'alimentation. C'est-à-dire que désormais, à mon avis, l'alimentation est un moyen... C'est un élément politique dans le sens où c'est un moyen de dire qui je suis. Alors bon, je ne vais pas reprendre la maxime de Brillat-Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, mais il avait raison. Il était véritablement pionnier là-dessus et on le voit de plus en plus. Je parlais il y a quelques jours avec des entreprises qui me disait, bon, nous, la segmentation du marché, on voyait ce que c'était. Alors, on faisait générationnel, on faisait sociologique, et puis finalement, l'un dans l'autre, ça marchait. Et aujourd'hui, enfin, ma collaboratrice me disait, mais on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux parce qu'on doit faire une segmentation à l'échelle du consommateur. Ce qui est devenu vraiment la croix et la bannière. C'est totalement impossible pour des entreprises qui doivent produire en quantité quand même assez importante pour avoir un modèle économique viable et pérenne. Et ce qui me semble assez intéressant sur cette super individualisation de l'alimentation, c'est que on a des marques de cette super individualisation tout autour de nous. On voit par exemple le succès des bowls, des pokéballs, des choses comme ça. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce qu'entre le menu entrée, plat, dessert, où on avait 3-4 plats à choisir, et aujourd'hui, il faut quasiment avoir 3 doctorats de philosophie pour savoir si on va prendre telle céréale, telle garniture, telle chose, etc. Enfin, il faut déjà 25 minutes avant de commander un sandwich de fast-food pour faire un lien avec ce qu'on disait. Mais donc ça, c'est une sorte d'expression la plus évidente, la plus visible dans nos vies quotidiennes. Mais ça va encore plus loin. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça va de notre assiette
à nos cellules, ou de nos cellules à nos assiettes, dans le sens où on voit se développer énormément avec les découvertes récentes en microbiologie, en épidémiologie, en épigénétique aussi, que je pense que beaucoup de gens ici connaissent la question du microbiote, enfin, en tout cas on en a entendu parler, donc ces colonies bactériennes qu'on a tous à l'intérieur de notre estomac, qui sont singulières à chacun. C'est-à-dire que vous, Béatrice, votre microbiote n'est pas le mien, etc. Bon. On est proche, mais pas à ce point-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit avec ces évolutions, avec ces découvertes scientifiques au départ, se développer. Alors, ça commence en Amérique du Nord, et au fur et à mesure, ça commence à venir en Europe, en Asie, voire même au Moyen-Orient. On voit se développer des startups ou des entreprises, des sociétés qui développent des solutions. Bon, je vais vous passer peut-être les détails, mais disons que vous envoyez, vous souscrivez un forfait, vous envoyez des tests faits à partir de vos excréments à l'entreprise qui les analyse et qui, à partir de la composition de votre microbiote, vous envoie des régimes adaptés à vos colonies bactériennes. Et donc, ce qui me semble intéressant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est pas marcher, c'est une autre question, mais c'est les représentations liées à l'alimentation. On est dans une individualisation vraiment de l'assiette à la cellule. On le voit avec des personnages comme l'américain Brian Johnson, le milliardaire qui suit comme ça et qui partage la manière dont il se nourrit, dont il dort, dont il fait du sport. Voilà. On a l'impression que l'alimentation bascule sur le secteur de la santé, de la beauté, avec une vision comme ça très holistique de notre rapport à ce que l'on ingère, et que c'est porteur d'une autre vision de l'alimentation. Une vision qui est plus data-centrique, bien sûr, mais aussi qui cherche l'efficacité, qui cherche à être mesurée. Donc on sort du plaisir de la table pour un autre type de plaisir. Il y a quelque chose d'assez culturel qui est en jeu ici, en tout cas pour nous, Européens. Alors, sur ce que tu dis, Béatrice, il y a deux choses. Alors, soit on analyse l'acte alimentaire différemment, soit on redécouvre ce qui était la manière dont était considérée l'alimentation dans l'Antiquité. Le régime hippocratique, le régime galénique, le régime ayurvédique, c'est quoi d'autre que simplement on mange pour améliorer notre santé. Donc finalement, ce lien entre médecine et alimentation, il est très ancien. Mais là où tu pointes quelque chose, tu prends l'exemple de Johnson, qui est une sorte d'exemple au cube de patient zéro. Mais ce qui me semble intéressant, par-delà l'exemple singulier de Johnson, c'est là encore les rationalités accordées à l'alimentation et à la cuisine dans certains contextes. Bon, sans faire d'essentialisme à la truelle, mais disons qu'en Europe, dans le monde méditerranéen, en Asie aussi, au Moyen-Orient, l'alimentation et la cuisine sont des éléments de sociabilité, des éléments de collectif. Alors qu'on le voit dans le monde, très grossièrement, nord-américain, on pourrait même dire d'Europe du Nord, donc une sorte de monde protestant. Et je le vois avec justement les gens, les entreprises avec qui j'accompagne, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que l'alimentation n'est pas perçue comme un plaisir, n'est pas perçue comme un patrimoine, n'est pas perçue comme un élément de sociabilité, c'est perçu comme un problème. Comme une suite de problèmes. C'est-à-dire un problème parce que, tu parlais de Johnson, le problème c'est quoi? C'est qu'on va mourir, donc comment on fait pour annihiler la mort? Problème médical, problème environnemental, problème aussi éthique, confère le bien-être animal, et les innovations qui se développent aujourd'hui, notamment en Amérique du Nord, mais pas uniquement, le discours start-up est très 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 marqué par ça, en Europe aussi, c'est manger est une suite de problèmes, donc à nous d'apporter des solutions concrètes et opérationnelles à ces problèmes. Donc on est vraiment dans une optique très solutionniste de l'acte alimentaire. Victor, en matière d'énergie, on parle beaucoup des énergies individuelles, de la production individuelle d'énergie. On en est où là-dessus? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut faire partie du mixte de manière efficace? Oui, ça marche et ça se développe assez fortement ces dernières années. Quand on regarde l'année 2023, on a quasiment eu un boom de quasiment plus de 90% d'installations, 2023 versus 2022. Et ça ne prend pas en compte les projets qui sont encore en cours de construction. En fait, cette crise en Ukraine, elle a accéléré beaucoup de choses. Elle a accéléré justement ce développement. Alors quand on parle de production individuelle, en France, on est principalement sur du photovoltaïque, qui peut poser aussi des difficultés sur l'extraction de matières premières. Mais si on regarde son gain énergétique et son gain environnemental sur la partie carbone pure, elle a des avantages qui sont assez importants. De plus, la partie production individuelle, pour les entreprises, en fait, c'est devenu aujourd'hui un levier de pérennité, de pouvoir se projeter à long terme. Parce qu'en fait, votre contrat de l'énergie, qui s'arrête en général au bout de 2 ans ou 3 ans,
chaque fin d'année, les directions financières, comme je vous l'avais dit, sont un peu inquiètes de savoir quel sera leur prix futur. L'avantage de la production individuelle, c'est que l'entreprise peut se projeter sur un prix de l'énergie qui est quasiment garanti sur 15, 20 ou 25 ans selon la centrale solaire qui est installée. Et donc là, on est sur une trajectoire qui est beaucoup plus long terme pour l'entreprise. Alors, ce qui n'est pas simple pour tout le monde, puisque certaines entreprises sont plutôt essayées de survivre à l'année plutôt que se projeter sur 15 ans. Mais en tout cas, on a aujourd'hui un changement de mentalité qui est intéressant au niveau environnemental, mais aussi qui est intéressant au niveau de la décentralisation de l'énergie. Aujourd'hui, en France, on a nos grosses centrales nucléaires qui fournissent de l'énergie, qui alimentent l'ensemble de notre territoire. Dès qu'on a des incendies, dès qu'on a des catastrophes, ça peut provoquer des coupures sur certaines zones. L'avantage de la production individuelle, c'est qu'on limite ces charges-là, on limite la charge de la maintenance, et donc on permet vraiment de créer des boucles locales qui, au-delà de l'énergie, apportent aussi des intérêts sociaux et sociétaux, puisqu'on va venir aussi parler d'économie circulaire. En tout cas, on crée le lien avec son voisin, puisqu'on ne va plus juste partager une parcelle cadastrale, on va aussi partager de l'énergie, voire même peut-être partager nos chutes de matières premières qui peuvent, lui servir en matières premières. Une des interlocutrices qu'on a interviewées récemment dans l'ADN nous disait si Greta Thunberg s'était contentée de faire pipi sous la douche, ça n'aurait pas apporté beaucoup de solutions. On voit des populations se tourner vers ces systèmes très individualistes, mais comment faire remonter le sujet de façon plus commune, plus globale? On en est où là-dessus? Alors, il y a deux écoles. On a encore, et évidemment à France en premier, beaucoup de personnes, notamment de particuliers aussi, même d'entreprises, qui se disent « Non mais moi, dans tous les cas, quel intérêt que j'agisse? Pourquoi je trie? Mon geste est si minime par rapport à mon empreinte et l'empreinte mondiale. » C'est vrai que lorsqu'on regarde la France, on est autour des 5% des émissions de CO2 mondiales. Bon, ce 5%, il faut prendre un peu de recul, parce que ça ne prend pas en compte tous les produits que nous exportons, que nous importons. Non, si on les prend en compte, on serait plutôt autour des 15 à 20%. Mais aujourd'hui, il y a une vraie question de quel est l'intérêt de mon geste. Nous, aujourd'hui, en tout cas chez R3, et ça en a même fait part de notre logo, c'est qu'on s'appuie beaucoup aussi sur la légende du colibri, puisque cette légende du colibri, c'est vraiment un incendie dans la forêt où la forêt brûle, tous les animaux fuient cet incendie de peur, de la panique, et en fait, ils croisent un petit oiseau, le colibri, qui est vraiment une toute petite espèce, qui lui fait des allers-retours avec sa goutte d'eau pour la poser sur le feu. Et là, les animaux lui disent « Mais pourquoi tu fais ça? Ça ne servira à rien, cette petite goutte. » Et le colibri lui répond « C'est parce que je fais ma part. » Et en fait, si chaque personne fait sa part, on arrivera à lutter contre ce dérèglement climatique qui est déjà en œuvre et qui va continuer à s'accélérer les prochaines années. Mais il est important d'avoir cet état d'esprit de collectif en descendant sur l'individuel, puisque chacun doit faire sa part. Certains devront l'en faire encore plus, mais on ne peut pas se permettre d'attendre que les plus gros bougent pour bouger, puisqu'il y a un risque qu'ils bougent peut-être trop tard. Et donc, il faut vraiment avoir cet esprit collectif, français, européen et même au niveau mondial. Marie, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, se plaignait l'autre jour que les décisions dogmatiques d'imposer la technologie électrique empêchaient de voir émerger d'autres types de solutions, ne serait-ce que sur l'automobile. Il avait pour référent les e-fuels, les technologies hydrogène. Tu en penses quoi de ces technologies? Est-ce qu'elles sont effectivement une solution possible? Alors, les carburants de synthèse, ou e-fuel, en fait, sont produits à partir de, pour faire simple, de l'hydrogène, du CO2 capté dans l'air ou à la sortie d'usine, pour avoir des carburants qu'on va appeler de synthèse, donc qui sont considérés comme neutres en carbone. Donc on va les mettre dans un... Quand on fait rouler une voiture avec, ils vont émettre quand même des émissions à l'échappement, mais comme on a capté du CO2 en amont, on considère que c'est neutre, pour la faire courte. Donc nous déjà, il y a une boucle qui est un peu questionnable, parce qu'au moment de la captation de CO2, si c'est à la sortie d'usine, nous on préférait tout simplement que les entreprises fassent autrement. Alors après on pourrait capter le CO2 dans l'air, mais c'est des technologies qui sont compliquées. Bref, je résume et je simplifie nettement la boucle. C'est important à comprendre que il ne faut pas se contenter d'écouter ceux qui nous disent « Mais vous vous rendez compte, c'est génial, le carburant synthèse, c'est fait à partir d'énergie renouvelable, on a trouvé la solution, c'est super. » Non, ce n'est pas si simple que ça. Ensuite, la production, elle est complexe, elle est coûteuse. Aujourd'hui, elle est peu développée, donc il y en a très peu. Et on a des secteurs, comme l'aérien et le maritime, qui n'ont pas de solution comme on a dans l'automobile ou pour les poids lourds. Et donc, en fait, les secteurs aériens et maritimes vont avoir besoin de ces fuels. Et déjà, on ne sait même pas s'ils en auront assez.
Donc ça pose question, est-ce qu'on doit les utiliser dans nos voitures? Donc c'est pour ça que des ONG comme la nôtre disent non, au-delà de 2035, on ne fait que des zéro émissions. Et s'il y a besoin si on a un résidu de e-fuel, on pourra l'utiliser dans le parc roulant. Parce qu'en fait, les voitures thermiques, elles vont continuer de rouler jusqu'en 2050. Et il va y avoir une question de dire comment est-ce qu'on décarbone aussi le parc roulant. Donc voilà, s'il y a un résidu de e-fuel, il sera là. Et je vais faire le lien avec la question énergétique quand même, je vais très rapidement. Les e-fuels, donc produire des e-fuels, c'est fortement consommateur d'énergie. Donc pourquoi choisir une solution qui consomme 5 fois plus d'énergie à la base par rapport à un véhicule à batterie, alors même qu'on est dans des sociétés où on se pose la question, aura-t-on suffisamment d'énergie? Donc il y a ça. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les e-fuels, ils sont produits dans des pays type Chili, Mozambique, etc. Tu me compléteras hein, si tu veux. C'est des pays qui ont aussi besoin de faire leur transition énergétique. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre leur énergie renouvelable, utiliser l'énergie renouvelable dont ils disposent pour pouvoir nous rouler en France? Je pense que dans ces propos et dans cette tentative de mettre les e-fuels comme une alternative crédible à l'électrique, il y a surtout un sujet politique. Puisqu'en fait, cette question de la fin des thermiques, elle est marquante, elle est difficile à passer, ça alimente les contestations, c'est très largement instrumentalisé par les mouvements populistes. Ça a été le cas en Allemagne, quand l'Allemagne est remontée pour dire « nous, on veut absolument qu'il y ait des e-fuels, que les e-fuels puissent être considérés comme une solution neutre en carbone ». C'est le cas dans les discours de certains grands patrons. Donc voilà, faut tenir et remettre un peu de rationalité dans le débat. Et surtout, ça montre qu'il y a besoin de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens pour pas se contenter d'idées reçues un peu faciles. C'est pareil on voudrait utiliser des biocarburants dans les camions, mais en fait, objectivement, des biocarburants, tout le monde en veut. L'aérien en veut, le maritime en veut, le routier en veut, les voitures. En fait, tout le monde n'en aura pas. Et on se rend compte en plus que ça voudrait dire utiliser de la biomasse, mais en fait, la disponibilité de la biomasse, au vu des impacts des changements climatiques, cette disponibilité se réduit. Donc il y a une question de partage. Et on revient à cette question de comment se partagent les ressources disponibles. C'est extrêmement important. Donc non, les e-fuels, ça va être cher, peu disponible, peu crédible. C'est plus populiste qu'autre chose. Et c'est quand même une solution pour éventuellement l'aérien. L'aérien, tout à fait. L'aérien et le maritime. Je suis hyper désolée parce qu'il est 11h15 et nous devons laisser le plateau pour la suite des conférences. Merci beaucoup à tous les trois.